Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler éducation, formation, accompagnement des étudiants à travers une grande école, un grand groupe, le groupe Omnes. Et on accueille José Milano. Bonjour José Milano. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je vous ai affublé du titre de directeur général, mais vous êtes le président de ce groupe, puisque Omnes est un groupe d'écoles, 15 écoles en France et à l'étranger. En France et à l'étranger. Combien de collaborateurs au sein du... 2000 collaborateurs, 4500 enseignants vacataires. Avec des étudiants en contrôle continu, des alternants. Ça fait 45 000 étudiants et apprentis. Et puis, c'est 80% en activité en France et 20% à l'international. Alors, José Milano, entrons dans le sujet parce que moi qui rencontre évidemment beaucoup de monde et notamment des patrons d'école, c'est un peu honnêtement chez vous, entre collègues, parce que vous parlez, c'est tempête sous les crânes. Parce que le gouvernement annonce au projet de loi de finances que globalement il va réduire bien évidemment ce qui était versé par l'État. Besoin évidemment de faire des économies, ce qui veut dire un manque à gagner pour les écoles, une réflexion économique pour repenser le modèle. Où est-ce que vous vous situez chez Omnes ? Est-ce que vous dites ça nous met en porte-à-faux, ça nous met en difficulté, ou nous on est projeté vers l'international et nos projets vont continuer à avancer ? Alors oui, on va continuer à avancer, mais peut-être un regard arrière sur qu'est-ce que l'apprentissage aujourd'hui. C'est-à-dire la loi de 2018 a libéralisé davantage ce champ, notamment en offrant beaucoup plus de possibilités aux jeunes et aux entreprises de signer des contrats d'apprentissage, pour faire simple. Donc on a globalement doublé le nombre, on est passé de 400 000 à 850 000, peut-être 900 000 cette année, avec beaucoup plus de gens qui font de l'apprentissage dans le supérieur. C'était absolument pas gagné. Vous vous souvenez, pendant longtemps, on s'arrêtait à Bac+2. C'est vrai. C'est très important parce que ça veut dire qu'on peut apprendre différemment. C'est bien pour le jeune. Ça permet à des classes plus populaires d'avoir des enfants qui vont dans l'enseignement supérieur. Globalement, on est passé de 10 à 23%. Chez nous, près de 30% des jeunes sont enfants d'ouvriers ou d'employés. Donc ça, c'est très positif. C'est du pré-recrutement pour les entreprises. Ça permet à des TPE ou des PME d'avoir des Bac+3, voire des Bac+5 qu'elles n'auraient pas attirés par ailleurs. Ça permet à ces entreprises de former des individus à côté d'une formation robuste. Donc, et de les intégrer aux peintures de guerre de l'entreprise. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Il y a quelques ruptures, mais... un taux de rupture qui a progressé, faut le préciser. C'est vrai, on est à peu près à 28%, mais il est d'autant plus élevé que les milieux sociaux d'origine sont faibles, mais il est plus faible quand on monte dans l'enseignement supérieur. Et si on compare au malheur, aux chiffres des échecs à l'université dans des systèmes plus académiques, en fait, on est en dessous notamment sur les premières années où absolument. Il y a un écrémage très important. Absolument. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc c'est plutôt quelque chose qui est ancré aujourd'hui, qui fonctionne. C'est à peu près 17 milliards de dépenses, tout compris, avec deux poches en fait. L'aide aux entreprises, qui est celle que l'on envisage de réduire, et puis le paiement des coûts de formation. Faut comparer à d'autres pays. On a 1,3 million apprentis en Allemagne, ça coûte 23 milliards. Qui était toujours le pays qu'on prenait en modèle quand on voulait faire... Par étudiant, on dépense encore aujourd'hui moins que l'Allemagne. 84% des étudiants en Suisse, après l'équivalent du baccalauréat, vont en apprentissage. Le patron d'UBS, qui est une des plus grandes banques mondiales, il est apprenti. Donc c'est pour vous dire que ce modèle-là, il est extrêmement vertueux et il est considéré dans d'autres pays comme étant aussi vertueux que le système classique. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Il faut faire des économies, on est très conscient de ça. Il y a deux éléments. On peut réduire l'aide aux entreprises, c'est ce qui est envisagé. Ce qui va se passer probablement. On verra. C'est vrai que ce sera un peu plus compliqué. On va y venir, parce qu'il y a un débat sur le reste à charge qui sera peut-être laissé... Si les entreprises considèrent qu'il y a un service, parce que, par exemple, elles ont des demandes particulières, parce que vous leur offrez des apprentis dans différentes disciplines, parce que vous avez des élèves apprentis dans des écoles d'ingénieurs qui manipulent l'IA, les entreprises sont prêtes à payer dès lors qu'elles ont un service en face. Et puis un autre aspect qui pour l'instant n'est pas touché, mais que nous souhaitons voir ouvert, c'est la question du paiement des coûts de formation. Donc on en revient bien à ce débat du reste à charge. Non, alors là c'est vraiment ce que prend en charge la collectivité. D'accord, ok. Et là on se retrouve avec d'une école de management à l'autre des écarts de 70% pour le même diplôme, d'une école d'ingénieur à l'autre des écarts de 68% d'une école à l'autre. Qu'est-ce qui se passe Bon, le mécanisme est pensé. La création de valeur est pas la même. En fait,
on pénalise ceux qui sont mieux gérés, ce qui est un peu, pour faire simple, qui est un peu bizarre. Donc si on pouvait simplifier ce système, ça permettrait aussi de faire des économies. Un mot quand même, sans noircir le tableau, et on voit votre optimisme et la volonté de porter l'utilité de l'apprentissage, et on l'entend. Je lis en même temps que certains évoquent que par les transformations, les changements de gouvernement, les incertitudes, les problèmes de budget, certains disent l'apprentissage est en grand danger et on le capera exclusivement, comme ça se faisait avant, pour les métiers techniques jusqu'à BTS. Et qu'après, les entreprises n'auront qu'à embaucher directement le salarié ou le prendre en stage. Est-ce que cette petite musique, vous l'entendez aussi ? Je pense que ce serait regrettable, parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait à quelque chose qui était l'époque d'avant. C'est ça. L'outil de production français, globalement, il doit être positionné sur des métiers à valeur ajoutée. Quand on dépense autant d'argent sur des investissements du type France 2030 ou l'industrie 4.0, on a besoin d'hommes et de femmes bien formés en face de cet investissement. Aujourd'hui, l'apprentissage contribue à avoir ces formations qui correspondent aux besoins. On a un niveau d'intégration qui est meilleur sur le marché du travail, des niveaux de rémunération qui sont supérieurs quand on vient de l'apprentissage. Ce serait une grande régression. Donc, je me place du point de vue du bon sens. Vous militez en tout cas pour la pérennité du système. En tout cas, si on a une lecture en termes de rentabilité publique, y compris sociale du système, c'est extrêmement positif. Maintenant, je suis conscient qu'il faut trouver les moyens de faire des économies. Juste un tout petit mot, parce qu'on va se projeter sur les projets et le caractère international, parce qu'il y a aussi cette volonté d'aller changer de continent, attirer d'autres étudiants, et ça c'est très important. Le reste à charge, qui est un vrai sujet, il existe déjà dans votre école ou dans vos écoles, donc il y a déjà un reste à charge. Est-ce qu'il peut augmenter? Est-ce qu'il peut être dissuasif aussi? Parce qu'il faut que les étudiants aient envie de venir rejoindre vos écoles. C'est plutôt un dialogue avec les entreprises. On a des entreprises fidèles, on a 80% des entreprises qui acceptent, donc qui ont moins de 50 salariés. Et quand on a une récurrence, quand on a une relation de confiance, quand il y a du service, on arrive à raisonnablement leur demander du reste à charge. Sur la suite des projets du groupe Omnes, l'avenir, c'est quoi? C'est l'international? Parce que est-ce que c'est ça la porte de sortie potentielle au risque que l'apprentissage... L'Allemagne a vécu il y a quelques années une chute démographique considérable, qui a été plus que compensée par l'arrivée d'étudiants internationaux et une langue qui était beaucoup moins rayonnante que le français, et même si aujourd'hui on a aussi beaucoup de formations en anglais. Donc évidemment, nous sommes, avec l'ensemble de l'enseignement supérieur, public ou privé, prêts à accueillir davantage d'étudiants internationaux. Il y a des pays qui sont très émetteurs aujourd'hui sur le marché mondial, comme l'Inde, donc ça c'est extrêmement intéressant. Il y a des pays qui se ferment, comme le Canada, la Grande-Bretagne, ce qui sont aussi des opportunités pour nous, très clairement. Je précise, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire pas exclusivement faire venir des étudiants, mais c'est implanter vos campus dans ces pays. C'est les deux. Historiquement, c'est plutôt d'accueillir. Mais aujourd'hui, c'est implanter. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie d'exportation, et d'ailleurs nous allons faire une annonce à la fin du mois de novembre en Afrique, et donc on va s'implanter avec 4 de nos écoles à Abidjan, donc avec toutes les autorisations locales et d'ailleurs du sous-continent. Côte d'Ivoire. Absolument, parce que c'est... pays très dynamique sur le plan économique. Économie florissante et démographie importante. C'est aussi du soft power français, de la langue française, et c'est soit des futurs cadres africains en Afrique, ça peut être aussi des prolongations d'études dans un deuxième temps en France, ou ailleurs dans nos campus. Juste un détail au président et aux techniciens. Ça veut dire on s'adapte au modèle éducatif d'Abidjan ou on importe notre modèle... Alors les deux. C'est-à-dire qu'il y a encore une valeur, et c'est très bien d'avoir des diplômes ou des titres français à l'export, si je puis dire. Et en même temps, je pense qu'il faut que ce soit des systèmes de formation très collés à la demande locale, à la fois du point de vue des étudiants et des entreprises. Et donc ça veut dire que ça doit être piloté avec des experts locaux et avec une ingénierie qui est une ingénierie de support, mais on doit avoir des écoles qui sont adaptées à leur écosystème local. Un petit mot, peut-être que vous n'êtes pas directement concerné, mais il y a aussi un petit coup de froid sur le CPF. Et certaines écoles sont impactées par cet enjeu parce qu'il y a des formations où on demande aux collaborateurs, si tu veux te former et suivre la formation Omnes, prends sur ton CPF. Vous le ressentez, ce espèce de coup de frein ou ce manque de connaissance des salariés de l'utilisation de leur CPF? Est-ce que vous le vivez? Alors, on le voit sur les produits d'entrée de gamme, mais quand vous faites un Bac+5 avec un très beau contenu, en fait, c'est pas un frein parce que les gens savent que c'est un investissement. Mais sur l'entrée de gamme, c'est-à-dire des personnes qui ont une hésitation, préfèrent le garder sur le compte. Sur des formats courts, sur des choses qui sont plus ponctuelles, oui, effectivement, ça a un impact. D'ailleurs, c'est voulu comme tel.
l'Afrique, donc vous nous avez fait l'annonce en exclusivité sur le plateau de Smart Job, et je vous en remercie. Ça veut dire transporter, je mets des guillemets, des formateurs, des experts venus de France, où vous allez vous appuyer sur l'écosystème d'Abidjan et du pays. C'est plutôt la deuxième option. Donc s'appuyer sur les experts. Parce que je pense que c'est ça qui a du sens, mais évidemment avec une sélection, avec une formation de formateurs qui sera assurée par nos spécialistes. Je m'adresse à vous, vous y êtes allé évidemment. La France a encore une belle image, parce qu'on a vu quand même la France reculer dans les pays dits francophones. Est-ce que lorsqu'on implante une école, on se dit ça a une valeur ajoutée? Je pense qu'il faut raisonner localement, et je pense que la France a encore des atouts, et en tout cas nous on est modestement porteurs de ces atouts dans notre métier, dans ce pays-là, et évidemment dans tous les pays de la sous-région, parce qu'il y a une homogénéité. Ils ont fait leur Europe à eux avant nous, c'est-à-dire qu'il y a les diplômes sont reconnus dans tous les pays de subsahariens. L'Afrique francophone. Voilà, ce qu'on appelle le CAMES, absolument. Un petit mot avant de nous quitter, la Chine, parce que c'était une forme d'Eldorado pour beaucoup d'entrepreneurs. Je pense aux vignerons, je pense à l'automobile, je pense à l'aviation. Enfin, est-ce que des groupes comme le vôtre se disent, les Chinois, ce pays incroyable, pourrait aussi accueillir des campus bras ouverts? Alors nous, on accueille des Chinois, on fait des formations à distance pour des Chinois. L'exportation dans un pays qui n'a pas le même dispositif d'état de droit que nous, c'est une interrogation. Donc on est prudent sur la Chine, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, votre objectif, là, dans les mois qui viennent, avec l'annonce que vous allez faire, j'imagine officiellement, dans les médias, même si vous nous l'avez donné en exclusivité, c'est le développement sur le continent africain. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, toujours, et c'est probablement aussi le Moyen-Orient. Juste avant de nous quitter, j'ai vu que vous étiez très centré sur l'intégration de l'IA, l'IA générative. Oui. Il y a double sujet. Il y a le fait que Omnes intègre l'IA générative dans son groupe. Oui. Et puis il y a le fait d'accompagner des étudiants. Est-ce que vous avez une très forte demande, à la fois des entreprises et des étudiants qui vous disent on veut se former à l'IA générative? Les élèves ingénieurs, les 4000 de l'école, le CE, qui est notre école d'ingénieurs, sont formés cette année à l'IA. 20 000 des 40 000 étudiants de l'ensemble du groupe sont formés à la donnée, et un certain nombre d'entre eux iront plus loin vers la Donc un tronc commun de base. Le tronc commun du monde d'aujourd'hui, tel qu'on le perçoit, pour tous nos diplômés, c'est de l'international autant que faire se peut, de la RSE, de la data, et on a près de 10 000 étudiants qui suivent un autre cursus que le leur, complémentaire. Donc vous faites de la finance ou du marketing, vous pouvez faire de la cybersécurité. Vous êtes en cybersécurité, vous pouvez faire de la géopolitique. Merci José Milano, président d'Omnes. C'est une question qui me brûle les lèvres depuis le début de notre échange. Quand je vois votre parcours, la majeure partie de votre carrière s'est faite dans l'assurance. Ouais. Et vous avez comme ça renversé la table pour partir dans l'éducatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Envie de changer d'air? Non, la finance, ça structure, et c'est des très belles écoles. Et puis j'ai eu des postes en France et à l'international qui étaient assez orientés vers les ressources humaines. Notamment, j'étais patron de la formation d'un grand groupe en 3 lettres. Et donc, je gérais 6004 dirigeants. C'est comme ça que la passerelle s'est faite. Et en fait, j'achetais les prestations de services pour ces gens-là. Donc, c'est comme ça que j'ai connu ce marché-là. Mais de l'autre côté, du côté de l'entreprise. Et là, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Miroir, absolument. Exactement. Merci José Milano de nous avoir rendu visite. Merci pour cette information importante dans le développement du groupe Omnes. 15 écoles en Europe. Ouais. Et on l'entend. Une 16e en Afrique. Et une 16e en Afrique, à Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. On salue les Ivoiriens parce qu'ils nous regardent sur Internet. Merci de nous avoir rendu visite pour ce grand entretien. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, et j'accueille tout de suite mon invité, c'est Fenêtre sur l'emploi, et on parle des réfugiés.